Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mardi 15 mars, bienvenue au Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous parlerons de la 7e rencontre du comité de suivi de l'accord de paix et de la réconciliation au Mali, qui a tenu les travaux de la 7e session ordinaire les 9 et 10 mars 2016 à Bamako. Les échanges entre les différentes parties se sont voulus cordiales, dans l'esprit des recommandations issues de la réunion consultative du 18 janvier 2016 à Alger. Le comité a procédé à l'examen des points inscrits à son ordre du jour, des questions organisationnelles relatives au budget et à la représentation au sein de ces organes et les rapports de ces 4 sous-comités thématiques, en plus de la validation des relevés de conclusion de sa 6e session. Pour faire l'état des lieux de cette 7e rencontre, nous avons fait appel à Firoun Maïga qui va nous rejoindre, il est de la plateforme. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CMA, il est en studio avec nous. Professeur émérite André Bourgeot, directeur de recherche au CNRS Paris, il est également en studio avec nous. Le juge Draman Diarra, il est le président de l'Alliance des générations démocratiques, membre de la société civile. Je suis Ousmane Diadje Touré et à la technique, vous avez Peting Diarra. Le grand dialogue. Le comité se réjouit de constater les efforts de collaboration entre les parties maliennes, notamment exprimés dans le communiqué conjoint tripartite du 26 février dernier. À ce propos, il salue l'initiative du Forum de Kidal prévue du 27 au 30 mars pour formaliser les recommandations issues des diverses discussions sur la situation globale dans les régions du Nord Mali. Le comité a émis le souhait que cette initiative consolide davantage l'objectif de la réconciliation nationale poursuivi par l'accord et a invité toutes les parties à apporter leur concours. Alors, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, vous êtes de la CMA aujourd'hui. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a des avancées aujourd'hui? Tout d'abord, merci à vous et merci à nos chers auditeurs. Je pense que cela a été, se constate déjà qu'il y a des avancées extrêmement importantes dans la mesure où cette 7e session a permis de lever les blocages qui ne sont pas du tout les moins importants, notamment la question de représentativité au sein du CSA, mais aussi la question du budget du CSA. C'était 2 points essentiels qui ont fait que le comité n'a pas travaillé à hauteur de souhait. Donc ça, ces aspects ont été vraiment réglés et nous pensons que c'est une très grande avancée. Et je crois que depuis aujourd'hui, beaucoup de mécanismes sont beaucoup plus en meilleure position de fonctionner, beaucoup de dispositifs. Et donc je ne peux dire qu'affirmatif que les choses ont beaucoup avancé avec cette session. Alors il faut rappeler que vous étiez membre de la Campus 15 qui aujourd'hui fait partie intégrante donc, du comité de suivi des accords d'Alger. Absolument. Aujourd'hui, en fonction des niveaux, parce que la Campus 15, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord 2 mouvements signataires qui ont signé l'accord, dont un est membre de la Campus 15 et l'autre qui n'a pas fait son entrée, notamment la CMFPR2. Donc ces 2 signataires de l'accord sont effectivement définitivement inclus dans le comité de suivi de l'accord et dans le sous-comité de l'accord. Les autres membres de la Campus 15 qui n'ont pas signé l'accord, mais qui le sont quelque part en vertu des articles 67 également, et des mécanismes également ont été adoptés qui leur permettent de participer dans les sous-comités. Et il a été demandé aux partis de continuer, de poursuivre cela. Mais ce qui est clair, c'est que l'article 10 du règlement intérieur qui concerne cette disposition a été définitivement adopté avec toutes les ouvertures possibles pour permettre aux partis de préserver le caractère inclusif de l'accord. Draman Diarra, vous êtes donc juge et vous êtes le président de l'Alliance des générations démocratiques, membre de la société civile, qui vous suivez avec beaucoup d'intérêt, j'imagine, les travaux du comité. Alors, est-ce que selon vous, aujourd'hui, au niveau de la société civile, ces avancées-là sont notables et importantes dans le processus? Merci Ousmane, merci aux auditeurs de Grand Dialogue. Pour en revenir directement à votre question, je pense qu'en termes d'avancée, ce qui est constaté aujourd'hui, c'est seulement relatif, parce que dans l'agenda global de l'accord, on est largement en retard. Il faut se dire aujourd'hui qu'il est quand même regrettable que le comité de suivi de l'accord en soi
à SAMU encore, est en train de mettre ces institutions encore en place. On parle de budget encore dans ces comités-là. Donc, ça veut dire que ces avancées, s'il y en a, sont vraiment à minimiser. Parce qu'on devrait être dans des actions concrètes aujourd'hui sur le terrain. Et peut-être qu'on va en parler plus loin dans le débat, notamment aujourd'hui le cantonnement, la démobilisation et puis la réinsertion. On devrait être en train de parler de ça aujourd'hui. On devrait être en plein dans les patrouilles mixtes aujourd'hui. Donc c'est regrettable encore qu'on soit là à formaliser encore ce comité de suivi de l'accord. Professeur émérite André Bourgeaud, directeur de recherche du CNRS Paris, qu'est-ce que vous dites donc? J'imagine que vous suivez avec beaucoup d'intérêt ces travaux du CSA. Merci de m'avoir invité. Deux choses. La première chose, je pense qu'il faut effectivement mentionner que le CSA a pris un retard énorme. Je crois qu'il y a eu des tiraillements qui ont duré entre 7 et 8 mois et que ça, c'est quand même significatif des tensions qui existaient à l'intérieur de la CSA. Par-delà le fait que ce que vient de dire le représentant de la société civile, à partir du moment où il y a eu une sorte de consensus, je crois que le terme est correct, consensus, ça veut dire que tous les problèmes ne sont pas réglés, loin s'en faut. Donc c'est constitutif d'une petite avancée qui n'est probablement pas négligeable et qu'il faut entériner. La question que je me pose est la suivante: est-ce que cette petite avancée ne résulterait pas aussi des arrangements locaux, je crois, puisque c'est la terminologie utilisée par les institutions internationales et plus particulièrement de la MINUSMA, les arrangements locaux qu'il y a eu à Nefis. Je pose la question pour savoir si effectivement cette petite avancée qui fait en sorte que le retard n'est pas comblé, il y a encore beaucoup de choses à mettre sur pied, ne résulterait pas de ça. Alors, Firoun Maïga, vous êtes de la plateforme. Petite avancée, grande avancée, avec quand même le décantement et aussi la question du professeur Bourgeaud. Est-ce que, justement, ces mécanismes qui permettent aujourd'hui aux différentes parties de s'entendre, aujourd'hui sont quand même, est-ce qu'on peut les considérer comme des petites avancées? Oui, bonsoir tout le monde, à tous les auditeurs. Moi, je pense qu'il faut positiver, regarder le CSA au démarrage et voir aujourd'hui l'élan dans lequel nous sommes. Et je pense que c'est quelque chose de promoteur. Il y a une volonté politique du gouvernement, des autres partis, à aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est créer les meilleures conditions pour qu'il y ait un cantonnement, pour que les mesures telles qu'ils ont dictées dans le processus de l'accord législatif réglementaire, même voire constitutionnel, qu'il y ait des dispositions que l'État veuille bien prendre avec les partenaires. Et tout ça, c'est une bonne avancée. Il n'était pas certain qu'à la signature de l'accord, qu'on puisse aller aussi vite comme on le fait. Même le chronogramme tel qu'il a été décliné à Alger, nous le savions nous-mêmes, que ce soit gouvernement, médiation et partis, que ce ne serait pas chose aisée. À partir du moment où certains n'ont pas paraphé au même moment et n'ont pas signé au même moment, et qu'aujourd'hui on est dans une dynamique. Je pense que c'est une avancée. On a essayé un peu de trouver des compromis nécessaires pour que tout se retrouve ensemble et que cette fois-ci, il y ait un démarrage dans une cohésion, semblant de cohésion qu'il faut dire, parce qu'il faut le créer comme ça. Toutes les parties sont ensemble. Les partis sont engagés pour aller dans le processus plus loin. Je pense que la phase qu'il faut aborder, c'est celle que tout le monde attend, c'est le cantonnement. Le cantonnement aussi... J'imagine, on va y revenir très certainement. Voilà. J'imagine qu'il y a beaucoup de préalables avant voilà, le cantonnement. Beaucoup de préalables. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le retard accusé, on est à même de rattraper aujourd'hui ce retard accusé, vu qu'on marque quand même une volonté manifeste de tous les acteurs? Vous savez, c'est la paix que nous cherchons. C'est l'unité nationale du pays qu'il faut chercher. La question du temps, effectivement, on peut, pour ceux qui sont au dehors, peuvent comprendre que c'est un peu... Mais nous avons besoin du temps, nous avons besoin d'un temps qu'il faut et le temps nécessaire qu'il faut pour que les esprits se calment, pour que les gens se retrouvent et pour qu'il y ait une confiance et qu'on sente qu'on est dans un état. Je pense que là, c'est une avancée considérable. Le temps, c'est vrai, les gens sont précipités par rapport à un calendrier. La communauté internationale nous appuie et le gouvernement lui-même, sa volonté politique d'accompagner plus les partis. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'accélération que les gens veulent bien voir dans le processus, dans l'élan qu'il faut donner, nous le souhaitons tous. Mais n'oubliez pas qu'il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas tous, y compris la communauté internationale et la médiation. Nous voyons ce qui se passe partout et nous savons qu'il faut aller vite, mais il faut aller aussi avec prudence. Mais il faut surtout aller quand
l'État malien est en mesure de pouvoir dire je suis en mesure de contrôler cette zone, je suis dans cette zone, donc le Mali est, et ça, c'est ce que nous cherchons. Il faut un temps pour ça aussi. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, le temps, la question qui m'est apparue aujourd'hui, justement, dans un débat avec des collègues, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine pression des populations, justement, de part et d'autre, qui en ont marre aujourd'hui de ce conflit? Bon, effectivement, il y a la pression des populations, il y a aussi la pression des acteurs directement chargés de la mise en œuvre de l'accord. Parce que vous savez, le retard dont on parle, il a été décrié par tout le monde. Hein. Le retard depuis 9 mois, tout le monde l'a dit. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu la réunion de haut niveau à Alger, d'évaluation du processus. Et il a été constaté les éléments fondamentaux qui font qu'aujourd'hui nous sommes en retard. C'est que les organes qui ont en charge la mise en œuvre de l'accord ne sont pas mis en place de façon légale à fonctionner. Les ressources financières ne sont pas mobilisées pour faire fonctionner les structures. Il y avait des problèmes d'inclusivité, tout ça. Donc tout le monde a dit qu'effectivement qu'on est en retard. Et le retard est dû au fait que les conditions, l'environnement n'est pas propice à la mise en œuvre. Donc ça a été réglé. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il y a des avancées, parce qu'il y a un blocage extrêmement important qui a été réglé, celui de la mise en place effective des organes qui ont en charge de mettre en œuvre l'accord, mais aussi la mobilisation des ressources qui doivent la permettre de fonctionner. Maintenant, il y a beaucoup à faire parce qu'on parle de retard. Mais même dans le retard, il faut reconnaître quand même qu'il y a quelques acquis. Il y a quelques acquis, même minimes, il y a quelques acquis, mais il y a quand même des choses sur lesquelles qui matérialisent un peu les dividendes tant attendus, sur lesquels il faut avancer. Notamment des questions qui sont d'ordre politique, notamment la gestion intérimaire pour permettre aux gens de participer à la gestion de cette transition, mais aussi les questions du DDR et tout le reste, des cantonnements et tout le reste. Même l'humanitaire aujourd'hui, tout le monde dit qu'il n'est pas en train d'être mis en œuvre de la façon dont il est attendu. Ça a été critiqué. Donc tous ces aspects aujourd'hui, je crois que nous avons les instruments pour y voir clair. C'est pourquoi nous estimons qu'il y a une nette avancée et l'environnement est beaucoup plus propre à poser des actes que nous attendons aujourd'hui. Draman Diarra, vous êtes de l'Alliance des générations démocratiques, membre de la société civile. Plus de 900 millions de budget pour le comité de suivi. Est-ce raisonnable, selon vous? Bon, 900 millions pour le comité de suivi. Je ne sais pas trop parce que ce n'est pas quand même... j'imagine que le budget, c'est pour tous les mandats du comité. Si tel est le cas, je n'en sais pas trop. Mais déjà, moi, je déplore quand même la superposition de tant de structures pour la mise en œuvre de l'accord. Il y a le comité de suivi de l'accord, il y a le comité national de coordination de la mise en œuvre de l'accord, il y a peut-être cet observateur indépendant et qui est prévu par les textes même de l'accord à mettre en œuvre pour l'évaluation de l'accord. Or, ce comité national de coordination aussi promet aussi de produire des rapports trimestriels. Et voilà, il y a un foisonnement de structures par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Et comme vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Vous pensez que ça... Oui, ça a des natures... ça ralentit les travaux? Naturellement. Imaginez tout simplement, parce que les partenaires techniques et financiers vont rentrer en ligne de compte. Pas plus tard que les 11 et 12 mars dernier, c'était le NDI qui regroupait ce comité national-là, soi-disant pour l'appropriation même de l'accord. Un comité national qui, depuis combien de temps maintenant, c'est aujourd'hui que ce comité s'apprête à s'approprier l'accord. Donc, vous voyez, il y a un agenda qui est dans l'accord lui-même, et chacune de ces parties-là a son agenda. Des partenaires techniques et financiers ont leur agenda. Donc, le chevauchement est inévitable dans cette mise en œuvre-là. Et vous l'avez dit, s'il y a un mieux semblant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette entente CMA, plateforme, qui a fait un effet d'entraînement. Ce n'est que ça. Or, c'est l'État qui devrait être l'incubateur, même le moteur de cette évolution-là. Mais nous voyons le contraire. Donc, cela est de nature
peut-être à prédire qu'on va aller vers certains folklores à un certain moment. Parce que, notamment par rapport au forum de Kidal, peut-être qu'on va aussi en parler, il faut éviter que des événements qui sont annoncés comme pouvant être des événements majeurs ne se transforment tout simplement en événements folkloriques. 18h30, en quelques secondes de pause et nous reviendrons dans ce studio. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mardi 15 mars, vous suivez donc le grand dialogue. Nous parlons du comité de suivi de l'accord d'Alger qui s'est rencontré pour la 7e fois, on va dire. Comme invité, on a Firoun Maïga de la plateforme, Mohamed Ousmane Ag, Mohamedoun de la CMA, le professeur émérite André Bourgeot de CNRS Paris. Draman Diarra, il est le président de l'Alliance des générations démocratiques, membre de la société civile. Professeur Bourgeot, justement, pour parler de ce forum de Kidal, quelles sont les attentes ? Apparemment, les attentes sont nombreuses, mais je voudrais établir un lien entre les petites avancées pour certains et les grandes avancées pour d'autres en ce qui concerne le CSA. J'aurais tendance à dire, est-ce que la situation actuelle concrète au sein de la CSA est un tremplin pour quelque chose qui serait susceptible d'aller de l'avant compte tenu des difficultés qui ont été mentionnées. J'observe aussi la chose suivante, c'est à partir du moment où il y a une prolifération d'instances et de structures, c'est quand même très significatif du fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En France, on a l'habitude de dire que quand il y a des petits conflits, on crée un comité, et comme le comité n'a pas capacité à résoudre tous les problèmes, on crée un autre comité, et on se rend compte qu'en définitive, ça fige les choses et que les choses n'avancent pas correctement. Alors pour répondre plus directement à votre question sur le forum de Kidal, je crois que le forum de Kidal n'est pas dissociable du fait qu'il y a eu un pacte d'honneur qui a été signé entre la CMA et puis la plateforme et qui a produit ce qu'on appelle maintenant les accords d'ANEFIS. J'observe la chose suivante, et c'est une question que je me pose. Est-ce que le processus généré par les accords d'ANEFIS, qui en soi sont une bonne chose, c'est ce que je faisais référence tout à l'heure à ces arrangements locaux, mais arrangements locaux, c'est quand même une terminologie informelle. Il faut quand même le souligner, reconnu par la MINUSMA, mais c'est quelque chose d'informel. J'observe, c'est peut-être une observation qui n'est pas fondée, mais que le processus engagé par les accords d'ANEFIS, j'ai l'impression que maintenant que les accords d'ANEFIS servent de référence par rapport aux accords d'Alger. C'est ça qui va conditionner, c'est la réunion de Kidal prévue, je crois, du 27 au 29 ou 27 au 30 mars. Et là, ça me pose quand même question, parce qu'il y a eu des accords d'Alger qui ont été signés. Et là, on a l'impression que ce sont des arrangements locaux qui priment sur le contenu des accords d'Alger, d'une part. D'autre part, ça a été porteur aussi d'une décision qui a été prise au sein du Conseil des ministres il y a 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, de la mise en place d'autorités de transition. Les autorités de transition, ça veut dire que les collectivités territoriales actuellement en place et qui résultent d'élections passées n'existent plus, puisque c'est les autorités transitoires qui dominent et qui vont en définitive gérer et administrer les pouvoirs locaux. Alors, à titre d'exemple, et là aussi ça me gêne quand on est un petit peu, quand on se réclame en tout cas d'une certaine démocratie, lorsque vous avez une commune où il y a 11 conseillers municipaux, cette commune est remplacée par 3 représentants de la CEMA et 3 représentants de la plateforme et 3 représentants des autorités politiques maliennes, donc du gouvernement, et 1 ou 2 personnes, je crois, issues de la société civile. Donc manifestement, il y a quand même un déséquilibre important, puisque 3, ça me pose quand même problème, d'autant que ce sont des gens qui ne sont pas élus. Donc quel est le rapport à la démocratie lorsque ça crée déjà les conditions d'un déséquilibre à l'intérieur justement de ces autorités transitoires. Donc je considère que la question que je me pose, pour poser la question d'une manière un petit peu vive, est-ce qu'en définitive il n'y a pas une prime aux armes ? C'est une question que je pose parce que le déséquilibre dans la composition de ces autorités me permet de poser cette question. Je ne sais pas si elle est pertinente, mais en tout cas, on est en droit de se la poser. Alors, Firoun Maïga pourra peut-être répondre justement à cette question-là, la plateforme, par rapport aussi aux attentes du forum de Kidal.
Oui, je comprends bien, André. J'analyse bien en profondeur ce qu'il veut bien dire. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'accord. Tout ce qui a été dit et qui est en train d'être fait est dans l'accord. Ce n'est pas en dehors de l'accord. La période, c'est dans l'accord. Transitoire, oui. Voilà, la période transitoire est prévue dans l'accord. Les dispositions qu'il faut prendre au niveau du gouvernement, ainsi de suite, sont à l'intérieur de l'accord. Maintenant, pour ce qui concerne Anefis, oui, Anefis a été une rencontre des communautés sous l'égide de la plateforme et de la CEMA. Il y a une avancée considérable. Les populations se sont retrouvées et qui hier étaient en champ de faïence dans un contexte vraiment constructif. Et ils ont voulu faire de Kidal le couronnement de toutes les discussions qui se sont passées à Nefis. Moi, je le positive en se disant que, bon, au niveau de Kidal, dans le cadre de ce forum-là, de Kidal, qui n'est que le prolongement de Nefis, il y aura des discussions, c'est vrai, il y aura des ententes qui vont se faire, il y aura des convergences de points de vue, mais en Kidal aussi, le forum de Kidal aussi va privilégier, va créer les meilleures conditions pour qu'on sache qu'on n'est plus à Kidal un autre État, on n'est plus à Kidal autre chose, mais on est dans le Mali. Et ça aussi, il faut le positiver. Je pense qu'il y a, les Maliens doivent le comprendre. Il y a eu 2 ans qu'on a fait pour revenir jusqu'au niveau de Mopti. Il y a eu quelques jours qu'on a fait pour arriver à Gao et à Kidal, disons à Tombouctou. Il y a eu un temps pour arriver à Kidal. Il en a fallu un autre pour revenir encore jusqu'à Bamako parce qu'on a même dépassé. C'est quelque chose que vous savez bien. Et que si aujourd'hui on doit reprendre encore la même pente avec les mêmes démarches, je pense qu'il faut assez de ressorts et assez de convictions communes. Et moi, je pense qu'il faut une volonté. Il faut une volonté commune des Maliens. Il faut que l'on comprenne, quel que soit ce qui peut venir à travers Kidal, c'est le Mali qui va gagner si réellement il ressort de Kidal des instruments et des outils qui peuvent renforcer l'unité nationale. Justement, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, il semble qu'il y ait quand même, on se pose beaucoup de questions par rapport à la priorité dans la mise en œuvre de l'accord. Est-ce qu'on doit d'abord parler de ces autorités intérimaires? Est-ce qu'on doit d'abord parler de DDR? Est-ce qu'on doit d'abord parler de réintégration dans l'armée? Est-ce qu'on doit d'abord parler du retour de l'administration partout sur l'ensemble du territoire? Quelle est la vraie priorité aujourd'hui dans la mise en œuvre de l'accord? Bon, d'abord, pour commencer, j'espère que le 27 va arriver et qu'il va bien se passer. Parce que tout simplement, il ne faut pas qu'on soit distrait, qu'il y ait des diversions par rapport à l'accord. Aujourd'hui, ce qui est important pour le Mali, c'est l'accord d'Alger. C'est ça le principal instrument qui engage tout le monde. Quand j'entends dire que souvent, on a l'impression que le processus d'Anafis prime sur l'accord, je crois que c'est une lecture qu'il faut qu'on évite de faire. Les processus d'Anafif et même de Kidal, les mêmes Kidal ne peuvent pas primer sur l'accord parce que tout ça, c'est à l'intérieur de l'accord. C'est là extrêmement important. Peut-être qu'il y a une erreur de faire en sorte que cette activité qui est une activité de réconciliation échappe au département en charge de la question, notamment le ministère de la Réconciliation. Peut-être on a l'impression que ce n'est pas lui qui gère, on a fait un autre processus. Ça doit être corrigé. Parce que ce n'est même pas une affaire d'ailleurs entre plateforme et SEMA, c'est un problème intercommunautaire. C'est un pacte d'honneur entre des communautés. Et cela contribue effectivement au renforcement de la paix et contribue également à créer les meilleures conditions de la mise en œuvre de l'accord dans cet espace et dans certains espaces voisinants. Après les processus d'Anefis, peut-être qu'il y aura les processus de Menaka, parce qu'à Menaka aussi il y a des carnages, il y a des sérieux problèmes. Mais est-ce que chaque fois qu'il y a un processus, on va dire qu'il prime sur l'accord? Non, tout ça c'est à l'intérieur de l'accord. C'est là extrêmement important à clarifier. On ne le souhaite pas, peut-être qu'il y aura un autre processus encore, il y aura d'autres pactes d'honneur. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de l'accord, dans sa composante réconciliation, cohésion sociale, cohésion nationale, recoudrage du tissu social. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas qu'on soit un peu distrait, qu'on prenne les choses au-dessus. C'est là extrêmement important si on veut aller de l'avant. Maintenant, quelqu'un a parlé de la superposition de structures. Il est trop tard. C'est l'accord, on l'a signé à Alger, on l'a négocié. Il y a les structures de suivi, il y a l'observateur indépendant. Mais pourquoi tout ça? C'est parce que tout simplement notre pays a connu une multitude des accords qui n'ont pas marché. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas eu suffisamment de transparence, il n'y a pas eu suffisamment de garants, il n'y a pas eu suffisamment de garde-fous. C'est pourquoi il y a tout ça. Donc chaque chose a sa raison d'être. Donc on ne peut pas dire que c'est une superposition, c'est un besoin à une situation, à un problème qu'on a connu par le passé.
Peut-être que ça va être budgétivore. C'est normal parce que la paix, elle doit avoir un coût si on veut une paix durable. Ça, c'est un. Maintenant, le comité de mise en œuvre de l'accord, qui n'est pas prévu par l'accord, est tout à fait normal parce que l'accord, il se met en œuvre d'abord par qui? Par le gouvernement du Mali, à travers ses différents départements. L'éducation, la santé, l'énergie, ainsi de suite. Il va falloir que l'État quand même coordonne tout cela pour mettre en œuvre, parce que c'est lui qui doit mettre en œuvre l'accord, même si c'est en étroite collaboration avec les autres signataires. Mais que le comité de suivi suit et crée des laboratoires de réflexion où toutes les parties se retrouvent. Qu'est-ce que j'appelle les laboratoires de réflexion et de conception? C'est les sous-commissions. Défense, sécurité, politico-institutionnelle, réconciliation, développement. Voilà. Bon, pour venir à la question. La période intérimaire, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il n'a pas été dit systématiquement qu'il faut balayer les élus pour faire des structures. Ce n'est pas ce que l'accord dit. Il faut qu'on se dise la vérité. L'accord dit l'objectif même de la période intérimaire, c'est de créer les meilleures conditions pour une démocratie, pour une cohésion nationale, pour une cohésion sociale, pour une paix. Je vois qu'on accorde beaucoup d'importance à cette période intérimaire. Ce n'est pas elle qui est importante. Ce qui est important, c'est les réformes institutionnelles, les textes qu'on doit réviser pour répondre un peu à nos réalités, pour nous permettre de mieux gérer. C'est ça qui est important. Et ça, ce n'est pas la période intérimaire qui le gère. La période intérimaire aujourd'hui doit répondre à un souci d'administration de proximité pour permettre aux usagers de bénéficier de l'administration, de bénéficier du développement, avoir un interlocuteur à côté. Et là, il faut le faire là où il y a un besoin de le faire. C'est pourquoi je ne vois pas nécessaire de faire tout un boucan là-dessus. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre les textes réglementaires, législatifs, voire constitutionnels dont on a besoin pour créer le nouveau Mali. Et ça, ce n'est pas la gestion de la période intérimaire. Donc, il ne faut pas qu'on fasse des débats pour perdre du temps. Chaque chose est conçue dans un cadre bien précis. Laissons-la dans ce cadre et évoluons. Maintenant, qu'est-ce qui est prioritaire? Moi, je pense que ce qui est prioritaire, c'est la révision de ces textes. C'est la révision de la loi électorale. C'est la révision de tous ces textes qui nous permettent de refondre le nouveau. C'est la révision des textes de réforme sécuritaire. C'est les cantonnements, c'est le DDR. C'est ça la priorité à mon humble avis. Alors, je vais rapidement faire réagir le professeur André Bourgeaud sur ça, avant de donner la parole à l'homme de droit qui va peut-être aussi nous éclairer par rapport à son regard de juriste sur la chose. Oui, très brièvement. Est-ce qu'il n'y a pas manifestement un problème de chronologie? Est-ce qu'il est pertinent de créer des autorités transitoires sans qu'une conférence nationale d'entente ait eu lieu? C'est une question que je pose, qui me paraît quand même importante, parce que les autorités transitoires, elles s'exercent que sur une seule partie du territoire malien, et plus particulièrement sur le septentrion malien. Et donc ça présente quand même un caractère relativement ethnique, et ça renvoie essentiellement à des groupes armés. Donc c'est la question que je pose. Je n'ai pas complètement en tête le contenu des accords d'Alger, mais cette conférence d'entente nationale, cette fois-ci nationale, je dis bien nationale, est-ce qu'elle n'aurait pas dû précéder la mise en place des autorités transitoires? C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est pourquoi ces autorités ne sont mises en place que dans le seul septentrion. Ça renvoie effectivement aux accords d'Anefis. Or, c'est l'ensemble du territoire malien quand même qui est concerné. N'aurait-il pas fallu que faire les mêmes pratiques sur l'ensemble du territoire? Alors vous me direz, c'est lourd, etc. Et les priorités, c'est surtout le septentrion, soit, mais encore une fois, parce que c'est pas très clair dans ma tête, est-ce que les conférences nationales, la conférence d'entente nationale n'aurait pas dû précéder les décisions qui ont été prises là-dessus? Parce que ça va dans le sens, effectivement, de quelque chose qui est particulier, alors que les accords d'Alger concernent l'ensemble du territoire malien et que les accords d'Anefis s'exercent sur essentiellement le septentrion malien et que ce que je décrivais tout à l'heure intervient aussi là où la CEMA et la plateforme n'étaient pas particulièrement présents et efficaces. Draman Diarra, l'homme de droit maintenant. Je suis parfaitement d'accord avec le professeur Bourgeaud. D'abord, par rapport à la conférence d'entente nationale, j'ai même dit qu'il n'était peut-être pas bienséant pour l'accord de prédéfinir les thèmes à débattre lors de cette conférence d'entente nationale. Parce que la conférence prévoit de discuter des causes profondes du conflit et de parler de l'Azawad.
Or, et pour un conflit d'une si grande ampleur, avant même que la plaie ne guérisse, s'il faut aller et parler des causes profondes du conflit, parler de l'Azawad qui, jusqu'à aujourd'hui, divise. Donc, vous voyez bien que à ce niveau encore, il y a des efforts à faire. Cependant, il a tout à fait raison. Et il revenait au gouvernement, et depuis quelques 8-9 mois, de prendre des mesures qui devraient converger vers l'organisation d'une telle rencontre. Et d'ailleurs, nous l'avons dit en tant que société civile, nous avons entendu aussi des partis politiques élever la voix pour demander au gouvernement d'aller vers cette conférence-là et sur quoi tout devrait reposer. Mais ce ne fut pas le cas. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être 2 semaines seulement que des partis politiques de l'opposition se sont arrogés le droit de convier et les institutions et la mouvance présidentielle et la société civile pour, en tout cas, essayer d'indiquer la bonne voie à l'État. Parce que ce qu'il a dit, c'est quand même clair. Hein? Et la direction prise actuellement par les acteurs, ça porte le risque de communautariser les choses. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. C'est que ceux qui ne sont pas du Nord ne se sentent pas du tout concernés par la mise en œuvre de cet accord-là. Et le fait que ce soit aujourd'hui la CMA, la plateforme, qui sont les détonateurs, qui entonnent le pas à suivre par rapport au forum, par rapport à différentes rencontres, n'est pas de nature à ce que tout le monde, tous les Maliens s'approprient l'accord. Et même par rapport aux autorités intérimaires, on va peut-être donner un camisole de force aux autres qui n'en sont pas demandeurs. Ça, c'est des priorités de pratiquement la CMA, mais ça ne désavantage pas non plus la plateforme. Parce que ce qu'il faut voir après ces rencontres-là, il va y avoir les élections, mais ces autorités intérimaires seront tout simplement un tremplin pour les acteurs actuels de la CMA et de la plateforme. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, on va prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons dans ce studio pour continuer le débat. Une réaction, Un avis, Un commentaire, Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. On va sauter de plein pied dans le débat pour redonner la parole à Firoun Maïga. Firoun Maïga, votre réaction justement par rapport à tout ça, est-ce que justement, quelle est la vraie priorité aujourd'hui dans la mise en œuvre de cet accord-là? Oui, le débat est intéressant, mais moi je pense qu'il faut relativiser. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle d'un sujet qui semble encore nouveau pour les gens. Et toutes les fois qu'on l'approche, c'est avec une nouvelle façon de voir. C'est vrai, les Maliens qui n'étaient pas à Alger, les Maliens qui n'ont pas vu les conditions sur lesquelles nous avons pu nous asseoir pour tisser quelque chose et qui trouvent que bon, ça a été peut-être une rencontre comme une autre et que cela ne juge pas, n'a pas cette importance jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils se rendent compte qu'il y a des dispositions réglementaires, voire institutionnelles. Ils sont en train de voir les choses bouger et en ce moment ils se disent, tiens, attention, cette histoire qui se passait à Alger, nous commençons à le sentir. Moi je pense que... il est de la responsabilité du gouvernement et de ceux qu'il voudrait, s'ils veulent bien qu'il y ait des autorités transitoires, et que ce soit au nord et au sud, que ce soit dans les régions telles que l'accord le prévoit et dans le sud, de toutes les façons. On sait qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles les maires sont en train d'exercer leur pouvoir, conformément à l'accord, conformément aux dispositions légales, tel qu'on le dit, c'est totalement dépassé. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, si le Mali veut, que le Sud aussi, c'est-à-dire que Bamako et les autres n'aillent pas dans une administration transitoire, comme ils le disent. Ça, c'est l'État, c'est sa responsabilité. Mais l'accord dit qu'il faut cette période transitoire. C'est une période pour pouvoir adapter les choses, avoir les instruments et les outils pour rapprocher les populations, choisir. Il n'est pas dit parce que c'est la CEMA et la plateforme, c'est pour cela que c'est les gens de la CEMA et les gens de la plateforme ou ceux du gouvernement.
Mais où va le gouvernement? Le gouvernement est SEMA aux plateformes. Le gouvernement, c'est le gouvernement, il est au-dessus de tout le monde. Il n'est pas dit que c'est parce que c'est la SEMA qui va choisir des personnes et que ces personnes seront antidémocratiques. C'est-à-dire qu'ils auraient une camisole de force. Il faut réfléchir SEMA, sinon vous ne seriez pas. Je pense que la démocratie, au sein de ces mouvements aussi, fait son bon chemin, son chemin. Je crois que ce qu'il faut prioriser, c'est le fait qu'aujourd'hui, à travers des instruments, des actions qui sont posées de commun accord, dans un cadre de cohésion et de vision commune, sont à encourager, à stimuler. Moi, je pense que j'appelle cette période, puisqu'elle a été décidée, c'est un accord politique. Et je pense que des instruments ont été pris, des engagements sont pris, et nous allons voir ce que ça va donner. Et si ça peut se faire ailleurs, pourquoi pas? Donc je pense qu'il faut positiver. Deuxièmement, je ne vois pas la rencontre d'Annefi se jouer un rôle au-delà de cette cohésion, de cette réconciliation, comme l'a dit mon frère Mohamed. Je ne vois pas que ça va poser autre chose. Et il y a cette peur et cette panique-là que les Maliens ont, et quelque part, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, que si on crée ces conditions-là, ce qu'on fait, et d'autres régions assez fortes, avec des instruments nouveaux qui vont être responsables et d'autres. Non, je dis non. Le Mali est un. Le Mali aura les mêmes instruments, le Mali va exercer les mêmes instruments parce que ça a commencé par là. Et ça, il le fallait parce qu'on n'était pas dans les mêmes conditions qu'ailleurs. Ça aurait commencé par Sikasso, ce serait la même chose. On commencerait par là. Voilà. Alors, professeur André Bourgeot, on va complètement déménager de chapitre, enfin pas totalement. Alors, aujourd'hui, on voit une cohabitation de la plateforme de la CMA à Kidal, ce qui est, à mon avis, une bonne chose. On voit toutes ces forces présentes, Barkhane, on voit la MINUSMA, et il y a la plateforme, il y a la CMA à Kidal, mais malgré tout, il y a cette menace djihadiste, il y a des attaques qui continuent et qui persistent encore. Alors. Oui, auparavant, Kidal, quels sont les drapeaux ou quel est le drapeau qui flotte actuellement à Kidal? Est-ce que c'est le drapeau du MNLA? Est-ce que c'est le drapeau du Katia? Ou bien est-ce que c'est le drapeau malien? Si effectivement il y avait une volonté manifeste de faire en sorte que Kidal soit une partie complètement intégrée au Mali, peut-être que symboliquement, parce que la symbolique du drapeau est extrêmement importante, ce serait encourageant, en tout cas pour le retour de l'administration malienne, que le drapeau malien flotte sur Kidal. À ma connaissance, on me dit que non. Donc ça me pose quand même un certain nombre de questions, parce que ça aurait été une manifestation concrète, symbolique et extrêmement efficace qui répondait justement aux critiques qui peuvent être formulées sur ce forum de Kidal pour lequel moi je n'ai pas d'objection particulière. Maintenant, pour répondre à votre question, il est à l'ordre du jour depuis quelque temps sur l'attitude à adopter vis-à-vis de Iyad Agrali, qui est le leader du groupe salafiste djihadiste, le groupe armé narco-djihadiste, comme je les ai caractérisés. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Est-ce qu'il faut dialoguer, je dis bien dialoguer, et ensuite négocier pour conforter les accords de paix? Si les accords de paix sont conditionnés par quelqu'un quand même qu'on connaît. On a vu ce qui s'est passé à Tombouctou, à Aigueloc, etc. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de sang sur les mains. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi certains éléments des groupes rebelles armés qui ont beaucoup de sang sur les mains. Et si on ne pose pas le problème en amont, c'est-à-dire il faut savoir si lui-même est susceptible de faire un communiqué pour dire je vais m'inscrire dans les accords de paix. Est-ce qu'il est susceptible d'utiliser une valeur musulmane qui est la valeur du pardon? Si effectivement M. Iyad Agrali demande pardon pour les erreurs qu'il a commises, ça veut dire qu'il crée des conditions effectivement d'un dialogue. À ma connaissance, il ne le fait pas. Donc, est-ce qu'il est véritablement motivé pour aller dans le sens des accords des accords de paix? Ensuite, il y a quand même une deuxième chose qui me paraît importante. Rapidement. Excusez-moi, rapidement. Il n'est pas du tout pour la République, il est pour l'application de la charia. Alors quand même, la République au Mali, c'est la République du Mali. Donc quelles sont les valeurs républicaines et citoyennes qu'il est susceptible d'annoncer et de quitter cette pratique de salafisme djihadiste? Merci. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CMA. Alors que pensez-vous justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la forte présence de toutes ces forces-là à Kidal et qui est quand même une forte menace djihadiste? Bon, vous savez, quel que soit le nombre de forces présentes, s'il n'y a pas une coordination, ça n'a pas de sens. Ça ne donnera absolument rien du tout.
C'est comme si c'était un no man's land, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est n'importe qui vient et trouve un terrain favorable pour faire ce qu'il veut. C'est extrêmement important. D'où la question d'aller rapidement à la réforme du secteur de sécurité, amener les gens sur le cantonnement, au DDR, pour savoir désormais qui doit avoir une arme et qui est interdit de porter une arme. C'est là extrêmement important. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont autorisées à la porter au nom de cet accord et il va falloir à un moment donné réglementer tout ça si on veut sortir. Maintenant, concernant la question de IAD, si on a un peu le temps, je crois que je partage le point de vue d'André. Vous savez, à Gao, quand on était à Gao, on était tous à Gao, occupés à Gao, il y avait eu les fameuses négociations entre les MNLA et Ansar-Dine en son temps. La condition, c'était qu'IAD allait faire une déclaration. Il y avait un communiqué de presse qu'il devait lire pour dire qu'il se démarquait de tout ça et qu'il s'inscrivait dans une dynamique de population qui a des revendications légitimes, mais on allait avancer ensemble. Donc ça n'a pas été fait, donc l'accord n'a pas pu continuer. Je crois que c'est une résolution qui a été adoptée après 2100 qui donne la possibilité aux nationaux de se démarquer de certaines situations telles que le terrorisme et avoir des revendications. Je crois que cette porte est ouverte. Je l'ai posée devant le Conseil de sécurité quand il était là. J'ai eu le privilège d'être parmi ceux qui ont rencontré le Conseil. Et je crois que je l'ai dit. J'ai dit qu'il faut ouvrir, même s'il faut combattre le terrorisme par la force, il faut laisser l'option politique ouverte parce qu'elle est toujours, elle donne toujours des surprises en termes de solutions, en termes de paix et de cohésion. Dramane Diarra de la société civile, alors vous pensez qu'en faisant peut-être un appel de pied aux djihadistes, il est possible quelque part d'avoir un accord, une entente? Dernièrement, il y a quelqu'un qui me posait la question de savoir est-ce que le Mali doit dialoguer avec IAD. J'ai dit le Mali pourrait dialoguer avec pire que IAD. Parce que dans tous les cas, nous savons d'où nous sommes partis. Parce que IAD aujourd'hui est peut-être isolé. Mais hier, il avait des compagnons qui sont dans le processus aujourd'hui. Donc, moi, je ne vois pas des couloirs installés pour différencier catégoriquement les acteurs au nord. Parce que vous trouverez autant, très rapidement, vous trouverez autant les Touaregs avec IAD qu'avec la CMA, qu'avec la plateforme. Donc il faut faire énormément attention par rapport à la gestion de cette question. Dans tous les cas, depuis qu'il y a eu la signature de l'accord, depuis que sa mise en œuvre a commencé, on a vu qu'on n'en finit pas avec les problèmes de sécurité au quotidien. Et Kidal aujourd'hui, pourquoi la plateforme est là, la CMA est là, et peut-être en plus de MINUSMA, Barkhane aussi est dans les environs. Pourquoi on n'a pas toujours la sécurité? Et si d'aventure on n'arrivait pas à abattre IAD comme c'est le souhait de certains, il faut naturellement dialoguer avec lui. Firoun Maïga, en 2 mots, rapidement, est-ce que vous pensez que ça résoudrait autant soit peu le problème de sécurité? En 2 mots, je le dis, il y a dit les Maliens. Il faut le voir, n'oubliez pas qu'il a eu à libérer des militaires ici qui sont venus au-delà de 80 ici. Il a contribué. Discuter avec un Malien dans un cadre bien déterminé. IAD, ce n'est pas l'accord. IAD, c'est une question idéologique, c'est une question religieuse, c'est une question de principe de charia. Je pense que le Mali a les ressources nécessaires de le faire asseoir et de discuter avec lui. Qu'est-ce que l'islam qu'il prône dit? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Il le mérite, nous le méritons pour la paix. Maintenant, aller au-delà de ça, pour dire est-ce qu'il peut faire quelque chose, n'oubliez pas que c'est un acteur incontournable dans tout ce processus. Alors, si on a Kidal... André Bourgeot, un dernier mot pour la fin. Oui, je ne suis pas convaincu du fait qu'il y aurait de bons djihadistes parce qu'ils sont maliens et de mauvais djihadistes parce qu'ils ne sont pas maliens. C'est une distinction qui me fait froid quand même dans le dos. Est-ce que le fait d'être malien vous confère une certaine valeur par rapport à d'autres? Non, mais c'est une question pertinente. Quelle est la différence entre les pratiques de M. Mortar Ben Belmokhtar et celles exercées par Ansar Dine? Merci. Ceci met fin donc à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé du comité de suivi de l'accord d'Alger qui s'est rencontré pour la 7e fois. Comme invité, nous avions Firoun Maïga de la plateforme, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CMA, le professeur André Bourgeot, directeur de recherche du CNRS Paris, le juge Dramane Diarra, il est le président de l'Alliance des générations démocratiques, membre de la société civile. Je suis Ousmane Diadje Touré.
Gagny Kanté et Peting Diarra étaient à la technique, à la régie vidéo Bassirou Traoré et à la réalisation Ayouba So. Merci et à demain. Le Grand Dialogue. Sigi ka fo ba. Edawani wa makaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Maundi. Shenni Beri.